Retourne chez tes parents. J'espère que tu ne vas pas mourir de froid, a hurlé mon mari, m'enfermant dehors dans la rue au cœur de l'hiver, vêtu de rien d'autre qu'une fine chemise de nuit. J'étais déjà en train de me préparer à briser une fenêtre pour rentrer quand soudain, la voisine âgée du grand domaine d'un accent grave côté est sortie. Elle m'a regardé et a dit, « Mon fils est le patron de votre mari, et je suis propriétaire de toute l'entreprise. Venez avec moi. Vous passerez la nuit chez moi. Demain, il implora votre pardon. » Mais avant que tout cela ne se produise, il y a eu une soirée qui a commencé comme des dizaines d'autres avant elle. Ebony a entendu la voiture se garer bien après 23 heures. Elle était assise en silence dans la cuisine, fixant une tasse de thé qui était froide depuis longtemps. La porte s'est ouverte et Dante est entré. Il était de bonne humeur. Ses joues étaient rouges à cause du froid mordant de Chicago, et son manteau de laine coûteux sentait le parfum de quelqu'un d'autre. Doux, entêtant, pas le sien. Il a jeté ses clés sur la table dans l'entrée et est entré dans la cuisine, desserrant le nœud de sa cravate. « Tu n'es pas encore endormi ?» a-t-il demandé gaiement, comme s'il ne remarquait pas le silence tendu qui remplissait la pièce. Il a ouvert le réfrigérateur et a regardé à l'intérieur. « Y a-t-il quelque chose à manger ? Je n'ai mangé qu'une salade à la réunion de négociation. » Ebony a lentement levé les yeux vers lui. Elle est restée silencieuse. Elle s'était promis que ce soir, elle tiendrait sa langue, qu'elle ne demanderait rien, qu'elle n'essaierait de rien clarifier. Mais l'odeur de ce parfum était trop forte, trop étrangère dans leur maison. Les négociations ont encore traîné en longueur ? Sa voix était calme, dépourvue d'émotion. « Tu sais comment c'est, bébé. » Fin de l'année fiscale, répondit Dante, en sortant un récipient de restes du dîner d'hier. Des rapports, des réunions, des contrats. Il faut tout boucler avant les vacances. Je suis fatigué comme un chien. Il a mis la nourriture dans le micro-ondes et s'est tourné vers elle, remarquant enfin son regard fixe. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi maintenant ? Tu as une tête comme si quelqu'un était mort. Voilà, c'est le début. Bienvenue aux histoires de Betty. Je partage de nouvelles histoires de vie ici tous les jours, et j'apprécierais vraiment que vous vous abonniez et que vous aimiez ma vidéo. Maintenant, revenons à mon histoire. Je suis sûr que vous l'aimerez si vous continuez à écouter jusqu'à la fin. Ebony a pris une profonde inspiration. Je suis juste curieuse, Dante. Ces voyages d'affaires, ces négociations tardives, ils ont commencé à se produire trop souvent. Chaque semaine, parfois 2 ou 3 fois par semaine. Il a ri, en secouant la tête. Je gagne de l'argent, Ebony, pour nous, pour cette maison, pour tes virées shopping. Ou as-tu oublié comment ça marche ? Tu n'as pas travaillé depuis quoi, 7 ans ? C'était un coup bas. Il faisait toujours ça. Quand il n'avait pas d'argument, il lui rappelait qu'elle était une femme au foyer. Une femme au foyer qu'elle était devenue à sa propre demande. Pourquoi as-tu besoin de ce travail de comptable poussiéreux, de ce stress ? Lui avait-il dit à l'époque. Tu t'occupes de notre maison. Je veux rentrer à la maison et voir ma belle femme, pas un expert comptable fatigué. Et elle l'avait cru. Elle a quitté une brillante carrière, un poste d'auditrice principale dans une grande entreprise, et maintenant il le lui jetait à la figure à chaque occasion. Je n'ai pas oublié comment ça marche, répondit-elle d'un ton égal. Je n'ai pas non plus oublié à quoi ressemblent les rapports financiers. J'ai vu le relevé de notre compte joint. Il y a beaucoup de dépenses dans des restaurants où tu as prétendu ne pas être et des paiements d'hôtel les jours où tu étais censé dormir au bureau pour terminer un projet. Dante a cessé de sourire. Il s'est lentement dirigé vers la table et s'est assis en face d'elle. Ses yeux sont devenus froids comme la glace sur le trottoir à l'extérieur. Tu fouilles dans mes comptes ? Ce sont nos comptes, rétorqua Ebony. Ou plutôt, ils l'étaient. Depuis 6 mois, ton salaire est versé sur un autre compte dont je ne sais rien, et tu ne transfères qu'une petite allocation ici pour les dépenses. Je veux savoir ce qui se passe, Dante. Le micro-ondes a sonné, mais personne n'y a prêté attention. La tension dans l'air était si épaisse qu'on pouvait la couper au couteau. Ce qui se passe. Il arrive vicieusement. Un son court et aboyant. Ce qui se passe, c'est que je travaille comme un putain d'esclave pour subvenir aux besoins de cette famille, de cette maison, de ce style de vie auquel tu t'es tellement habitué, et tu restes assise ici toute la journée, à t'ennuyer à mourir, à penser que tu es une sorte de détective, à fourrer ton nez là où il ne faut pas. C'est mon affaire. Sa voix tremblait, mais elle s'efforçait à parler fermement.
Je suis ta femme. J'ai le droit de savoir où va notre argent et où tu passes tes nuits. Tu as le droit de te taire et d'être reconnaissante, aboya Théil, en claquant sa paume sur la table. Les couverts ont cliqueté. J'en ai marre de tes soupçons constants. J'en ai marre de ta tête d'enterrement. Peut-être que si tu prenais soin de toi au lieu de mes comptes bancaires, j'aurais envie de rentrer plus tôt à la maison. Les mots sonnèrent comme une gifle. Ebony sentit des larmes lui monter aux yeux, mais elle ne voulait pas qu'il les voie. Elle serra les poings sous la table. Alors c'est ça. C'est ma faute. Qui d'autre? Il se leva, la dominant. Tu es devenue une femme au foyer ennuyeuse et perpétuellement malheureuse. Qu'est-ce que tu peux me donner à part des plaintes? Les larmes ont finalement coulé sur ses joues. C'était trop cruel, trop injuste. Il voulait ça. Il l'a rendu ainsi. Je t'ai tout donné, murmura-t-elle. J'ai renoncé à ma vie pour toi. Alors reprends-la, cria-t-il. Ça ne te plaît pas ici? Sors. La porte est juste là. Tu peux retourner chez tes parents en Géorgie tout de suite dans cette petite cabane. Je me demande comment tu vas leur expliquer pourquoi ton mari s'est enfui de toi. Il l'a attrapé par le bras. Ebony a crié de surprise et de douleur. Ses doigts se sont enfoncés dans son épaule comme un étau. Il était fort, beaucoup plus fort qu'elle. Lâche-moi. Tu me fais mal, Dante. Lâche-moi. Mais il n'écoutait pas. Il l'a traînée de la table à travers la cuisine et dans l'entrée. Elle était pieds nus, portant seulement une fine chemise de nuit en soie. Le carrelage froid du couloir lui brûlait les pieds. Elle a essayé de résister, de se libérer, mais son emprise était de fer. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête, cria-t-elle, mais sa voix se perdit dans sa respiration furieuse. Il a ouvert la porte d'entrée d'un coup sec. Une bouffée d'air glacial lui a frappé le visage. C'était un véritable hiver de Chicago, un blizzard. La neige avait déjà tout recouvert d'un linceul blanc. Tu voulais parler d'argent? Grogna-t-il à son oreille. Il n'y a pas d'argent. Tu voulais la vérité. Voici la vérité. J'en ai marre de toi. Avec ces mots, il l'a jetée sur le porche. Elle est tombée à genoux sur les marches couvertes de neige. Le froid était instantané, choquant. Le tissu fin de sa chemise de nuit a immédiatement trempé et s'est transformé en glace. Elle a levé la tête, incapable d'en croire ses yeux. Dante se tenait dans l'embrasure de la porte. Son visage était déformé par la méchanceté. Retourne chez tes parents. J'espère que tu ne vas pas mourir de froid, a-t-il crié et a claqué la porte. Une serrure a cliqué. Puis le verrou. Ebony a été laissée seule en chemise de nuit à des températures négatives. Le silence n'était rompu que par le hurlement du vent. Elle a sauté et a commencé à frapper à la porte avec ses poings. Dante, ouvre. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre cette porte tout de suite. Mais il n'y a pas eu de réponse. La lumière dans l'entrée s'est éteinte. Il ne la regardait même pas. Il l'avait simplement laissée mourir. La panique a commencé à céder la place à la terreur. Elle savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps dans ce froid. Ses pieds nus ne sentaient plus les marches. Sa peau brûlait à cause du froid. Elle a regardé autour d'elle. Leur lotissement fermé était calme et respectable. Tous les voisins dormaient derrière de hautes clôtures. Crier à l'aide était inutile. Le vent emporterait sa voix. Son téléphone était dans la maison. Tout était dans la maison. Toute sa vie. Elle a couru à la fenêtre du salon. Les rideaux étaient tirés. Elle a tapé puis a commencé à frapper plus fort. Dante, s'il te plaît. Je suis en train de geler. Silence. L'humiliation était insupportable, mais la peur de la mort était plus forte. Elle devait entrer. Elle devait survivre. Son regard a balayé le porche près d'un parterre de fleurs ensevelies sous la neige. Elle l'a vu. Une lourde statue de jardin en pierre qu'elle avait achetée en été. Maintenant, elle était couverte de givre et gelée dans le sol. C'était sa seule chance. Elle a couru vers elle, la déterrant de la neige avec ses mains nues. Ses doigts se sont engourdis instantanément. Ça faisait mal, mais elle a persisté obstinément. Finalement, elle a réussi à arracher la lourde figure de la terre. Tremblant violemment, elle s'est approchée de la fenêtre. Ses dents claquaient si fort qu'elle avait l'impression qu'elles allaient se casser.
Elle a soulevé la pierre au-dessus de sa tête. Encore une seconde et elle briserait la fenêtre de sa propre maison. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière après ça, mais pour l'instant, ça n'avait pas d'importance. La survie était la seule chose qui comptait. Et au moment précis où ses bras ont commencé à bouger pour faire s'écraser la pierre sur la vitre, un son est venu de près. Le clic d'une serrure, mais pas de sa maison. La porte de la maison voisine, un endroit immense qui ressemblait à un palais et qui semblait toujours inhabité, s'est lentement ouverte. Une femme âgée est sortie sur le porche. Elle était grande, majestueuse, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés. Un lourd manteau de fourrure était drapé sur ses épaules. Ebony s'est figée avec la statue dans ses mains, se sentant comme si elle avait été prise sur une scène de crime. C'était Walia Holloway, la propriétaire de tout le lotissement, une légende locale, une femme que tout le monde craignait et respectait. Ebony ne l'avait vue que quelques fois de loin lorsqu'elle montait dans sa massive voiture de ville noire. Walia a regardé Ebony sans surprise, comme si elle voyait une telle scène tous les jours. Son regard était vif, perçant. Elle a lentement descendu ses marches, et sans dire un mot, s'est approchée d'Ebony. Puis elle a enlevé son manteau de fourrure et l'a drapé sur les épaules tremblantes de la jeune femme. La fourrure était incroyablement chaude et lourde. Elle sentait le parfum cher et le pouvoir. La femme a pris Ebony par le bras. Son emprise était ferme et assurée. « Viens, dit-elle doucement mais d'un ton autoritaire. Elle a conduit Ebony, abasourdie, vers sa maison, jetant un bref regard méprisant à la porte derrière laquelle Dante s'était caché. Ebony a trébuché. Ses jambes ne lui obéissaient plus. Elles sont entrées dans une immense entrée inondée de lumière chaude. Walia a fermé la porte derrière elle, coupant le froid et le vent. Elle a aidé Ebony à s'asseoir dans un profond fauteuil près de la cheminée. Je mon mari. Ebony a essayé d'expliquer, mais ses lèvres ne voulaient pas fonctionner, et les mots se sont coincés dans sa gorge. Elle ne savait pas quoi dire. Comment expliquer cette honte? Walia a levé une main, l'arrêtant. Je n'ai pas besoin d'explication. Je sais qui tu es, Ebony Mercer, et je sais qui il est, Dante Gaines. Ebony la regarda avec surprise. Comment connaissait-elle leur nom? Walia s'est dirigée vers le bar, a versé du cognac dans un verre à dégustation et l'a tendu à Ebony. Bois. C'est un ordre. Son ton ne permettait aucune objection. Ebony a obéissante pris une gorgée. Le liquide brûlant lui a brûlé la gorge et a répandu de la chaleur dans son corps. Walia l'a observé pendant quelques secondes, puis a prononcé les mots qui ont tout changé. Mon fils Julian est le patron de votre mari et je suis la propriétaire de toute l'entreprise, Holloway Holdings. Le monde d'Ebony, qui venait de s'effondrer, s'est soudainement renversé à nouveau. Elle a regardé cette femme puissante, et une réalisation a lentement fait son chemin dans ses yeux. Ce n'était pas seulement une simple sympathie de voisin. C'était quelque chose de plus. Walia s'est dirigée vers la fenêtre et a regardé vers la maison d'Ebony, qui semblait maintenant petite et pathétique. Viens, tu dormiras ici ce soir, dans la suite d'amis, et demain, elle fit une pause, et sa voix devint dure comme l'acier, demain, il sera à genoux, implorant pitié. Ebony ne dormit pas de toute la nuit. Elle était allongée dans un lit immense de la chambre d'amis, enveloppée dans une couette en soie, fixant le plafond. Son corps s'était enfin réchauffé, mais à l'intérieur, tout était encore gelé. Les paroles d'Walia, impératives, promettant vengeance, résonnaient dans sa tête, mais n'apportaient aucun soulagement. Elle semblait irréelle, comme tout ce qui se passait. Hier soir encore, elle était simplement une épouse, la maîtresse de sa maison. Maintenant, elle était une paria, abritée dans le manoir de la femme la plus influente dans la vie de son mari. Le matin, elle fut réveillée par un léger coup à la porte. Une femme de chambre entra, apportant du café sur un plateau et une pile de vêtements. Madame Holloway m'a demandé de vous donner ceci, dit la femme en déposant un pull en cachemire couleur crème, un pantalon de laine taillée et des mocassins en cuir souple sur le fauteuil, et elle vous a demandé de descendre dans son bureau dès que vous serez prête. Les vêtements étaient chers, d'une qualité irréprochable et, étrangement, lui allaient parfaitement. Ebony s'habilla, se sentant comme une imposture dans ces choses luxueuses et étrangères. Elle regarda son reflet dans le miroir, une femme pâle et fatiguée aux yeux fiévreux la regardait en retour, mais les vêtements chers lui donnaient un nouveau look austère. Elle n'avait plus l'air d'une victime. Cela lui donna de la force. Le bureau d'Walia Holloway se trouvait au premier étage.
C'était une vaste pièce lambrissée de bois sombre avec des bibliothèques du sol au plafond et un bureau massif en chêne. La maîtresse de maison était assise dans un grand fauteuil en cuir, le dos à la cheminée où des bûches crépitaient doucement. Elle indiqua à Iboni une chaise en face d'elle. « Asseyez-vous, Iboni. » Iboni s'assit sur le bord, redressant le dos. « Mon fils sera là dans quelques instants, » annonça Walia comme si elle parlait de la distribution du courrier, et juste après lui, votre mari. Je veux que vous soyez présente pour cette conversation. Le cœur d'Iboni battait la chamade. Revoir Dante. Elle n'était pas sûre d'être prête. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Vous n'avez rien à dire, coupa Walia. Je vais parler. Votre travail consiste simplement à vous asseoir ici en tant que rappel vivant de ce qui s'est passé. Ils restèrent assis en silence pendant 10 minutes. Puis on frappa à la porte et un homme d'environ 40 ans entra. Grand, bien habillé, mais avec un visage pâle et émacié. Il ajusta nerveusement sa cravate et s'approcha du bureau de sa mère. « Mère, vous avez appelé ?» Sa voix était tendue. « Oui, Julian, assieds-toi. » Walia montra une troisième chaise à côté d'Iboni. Julian jeta un coup d'œil rapide et effrayé à Iboni et détourna immédiatement le regard. Il s'assit, essayant de garder autant de distance que possible. Il se sentait manifestement très mal à l'aise. La peur de sa mère était écrite sur son visage en lettres capitales. « Savez-vous qui est cette femme ?» demanda Walia, fixant son fils droit dans les yeux. « Oui, mère. »« C'est Iboni, la femme de Dantgen, » répondit-il doucement. « Bien que vous le sachiez, acquiesça-t-elle, parce que dans quelques minutes, Gen lui-même sera ici. Je l'ai convoqué, lui aussi. » Julian devint encore plus pâle. « Mère, peut-être que nous ne devrions pas. C'est leur affaire de famille. Peut-être que je peux lui parler moi-même. » D'homme à homme. « Vous lui avez déjà parlé d'homme à homme, » l'interrompit Walia d'un ton glacial, « et vous avez parlé jusqu'à ce que votre subordonné jette sa femme dehors dans le froid glacial en chemise de nuit. Vous ne parlerez plus. Vous écouterez. » La porte s'ouvrit à nouveau et la secrétaire annonça « M. Dantgen est arrivé. » « Faites-le entrer, » ordonna Walia. Dante entra dans le bureau avec un sourire confiant sur le visage. Il était vêtu de son meilleur costume, fraîchement rasé, et clairement prêt pour une victoire facile. Il pensait évidemment qu'il avait été appelé pour un malentendu mineur de voisinage qu'il lisserait facilement avec son charme. « Madame Holloway, Julian. »« Bonjour, » dit-il joyeusement. Et puis son regard tomba sur Iboni. Le sourire disparut de son visage. Il se figea sur place comme s'il avait heurté un mur invisible. Choc, incrédulité, puis panique. Il regarda sa femme, assise dans le bureau du propriétaire de l'entreprise en vêtements chers, puis Walia elle-même, dont le visage était comme un masque de pierre. Toute sa confiance s'évapora en une seconde. Il réalisa qu'il ne s'agissait pas simplement d'une conversation de voisinage. « Quoi ? Que fait-elle ici ?» grogna-t-il en pointant Iboni du doigt. « Elle est mon invitée ici » répondit Walia d'une voix égale. « Mais la vraie question est, que faites-vous ici, monsieur Gen ? » C'est une bonne question. Je vous ai appelé pour vous informer d'une simple décision. Elle fit une pause, savourant sa confusion. À partir de cette minute, vous êtes renvoyé de Holloway Holdings. Dante chancela. Renvoyé ? Pourquoi ? Pour dépravation morale et comportement incompatible avec le statut d'un employé de notre entreprise, énonça clairement Walia. La nuit dernière, vous avez commis un acte qui n'honore aucun homme. Vous avez jeté votre femme dehors dans le froid glacial. Vous avez mis sa vie en danger. De telles personnes ne travaillent pas dans mon entreprise. Traitez tous les documents aujourd'hui. Votre dossier d'emploi et votre dernier salaire seront prêts ce soir. La panique dans les yeux de Dante était presque primale. Perdre cet emploi, ce poste, ce revenu pour lui, équivalait à la mort. Il regarda Julian, cherchant du soutien. Julian, dis-lui que c'est un malentendu. Nous avons juste eu une dispute familiale normale. Iboni, dis-le leur. Mais Iboni resta silencieuse, le regardant avec un froid mépris. Tout son amour, tout son pardon s'était évaporé la nuit dernière sur ce porche glacial. Dante se tourna à nouveau vers Walia. Sa voix tremblait. « Madame Holloway, je vous en prie. J'ai donné 10 ans à cette entreprise. Je suis l'un des meilleurs employés.
Vous ne pouvez pas faire ça pour une simple bagatelle domestique. Ce n'est pas une bagatelle. Elle le coupa. C'est tout. Vous êtes renvoyé, Gen. Et puis quelque chose d'étrange se produisit. La panique sur le visage de Dante commença à s'estomper. Elle fut remplacée par une pensée intense. Et puis un ricanement froid et diabolique apparut sur ses lèvres. Il se redressa. La peur disparut, laissant place à une confiance glaciale. Il déplaça son regard d'Walia à son fils Julian, qui était assis, enfoncé dans sa chaise, ayant peur de lever les yeux pendant tout ce temps. Renvoyé, demanda à nouveau Dante, et de nouvelles notes d'acier résonnèrent dans sa voix. Êtes-vous sûr, Julian, que vous voulez ça? Julian tressaillit et leva les yeux vers lui avec un regard effrayé. Je ne pense pas que vous vouliez ça, continua Dante, regardant droit dans les yeux de son patron. Sa voix était calme, mais dans le silence assourdissant du bureau, chaque mot frappait comme un marteau. Au moins pas avant que nous ayons enfin conclu l'accord sur le contrat de ciment Keystone. À ces mots, Julian tressaillit visiblement. Il devint si pâle que son visage ressemblait à du papier. Il jeta un regard effrayé à sa mère, mais le baissa immédiatement. Walia fronça les sourcils, regardant de son fils à Dante. La perplexité se reflétait sur son visage. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Quel contrat de ciment Keystone? Qu'est-ce que cela a à voir avec votre licenciement? Mais Dante ne la regardait plus. Il regardait son patron brisé. Et il savait qu'il avait gagné. Il avait le dessus. Il était à nouveau maître de la situation. Le ricanement sur son visage s'élargit. Il se retourna, ajusta nonchalamment les manchettes de sa veste chère et se dirigea vers la sortie. Il n'adressa pas un autre mot à Walia ou à Julian. En passant devant Ebony, il se pencha et murmura de sorte qu'elle seule puisse entendre, « Ne sois pas en retard pour le dîner, ma petite femme. » Et il sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Un silence pesant flottait dans le bureau. La promesse d'Walia, si ferme et puissante, s'effondra en poussière. La justice qui avait été si proche s'évanouit. Dante n'était pas écrasé. Il n'était pas à genoux. Il partit en vainqueur, laissant derrière lui la peur, la confusion et une question tacite. Qu'est-ce que ce contrat de ciment Keystone qui donnait à un simple responsable de la logistique un tel pouvoir sur le PDG? La porte claqua derrière Dante, résonnant comme un coup de feu dans le silence. Ebony ne bougea pas. Elle fixa cette porte derrière laquelle son mari, son bourreau, avait disparu, et ne ressentit rien d'autre qu'un vide glacial. Sa dernière phrase, jetée dans un murmure, n'était pas seulement une moquerie. C'était l'ordre d'un maître, confiant dans son impunité totale. Walia tourna lentement la tête et regarda son fils. Son visage, auparavant simplement sévère, exprimait maintenant un dédain glacial. Julian se ratatina sous ce regard. Quel est le contrat de ciment Keystone? La voix d'Walia était calme, mais l'acier y résonnait. Julian sauta de sa chaise. Il commença à arpenter le bureau, tripotant les manchettes de sa chemise. Mère, c'est un contrat très complexe, stratégiquement important pour l'entreprise. Nous entrons sur un nouveau marché. Il y a d'énormes perspectives, mais aussi de grands risques. Gen est une figure clé dans ces négociations. Il dirige le projet depuis le début. Si nous le retirons maintenant, l'accord échoue. Nous perdons des millions, des dizaines de millions. Il parlait vite, de manière décousue, sans regarder sa mère. Quiconque connaissait même un peu le monde des affaires se rendrait compte que c'était un mensonge. Une tentative faible et peu convaincante de dissimuler autre chose. Ebony, ancienne auditrice, a vu clair tout de suite. Des millions, demanda Walia, qui avait bâti cet empire à partir de rien. Vous voulez me dire que toute notre entreprise, toutes les Holloway Holdings, dépendent d'un seul responsable de la logistique? Êtes-vous sérieux en ce moment, Julian? Non, bien sûr, ça ne dépend pas de lui. Mais ce projet, c'est très délicat, implora-t-il presque. Je vois que c'est délicat, dit lentement Walia, ne le quittant pas des yeux. Tellement délicat que vous, le PDG, avez peur de votre subordonné. Mon fils a peur d'un homme qui jette sa femme à la rue. Je n'ai pas peur de lui. Alors renvoyez-le tout de suite. Appelez les RH et donnez l'ordre. Julian se figea. Il fixa le téléphone sur le bureau de sa mère comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Il ne pouvait pas le faire. La panique sur son visage était si évidente qu'Ebony faillit avoir pitié de lui.
Presque. Va-t'en, dit Walia en se détournant de lui. Sa voix était pleine de déception. Laissez-nous. J'ai besoin de parler à Iboni. Julien se précipita hors du bureau comme s'il avait reçu une libération tant attendue. Pendant un certain temps, le silence régna à nouveau dans la pièce. Seules les bûches crépitaient dans la cheminée. Iboni ne savait pas quoi faire ou dire. Elle n'était qu'un pion dans ce jeu étrange et terrible. Finalement, Walia la regarda. Son regard n'était plus colérique, mais vif, calculateur. Vous ne retournerez pas chez lui. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Non, répondit fermement Iboni. Pour la première fois depuis 24 heures, sa voix ne trembla pas, plus jamais. Walia acquiesça avec satisfaction. Je le pensais bien. Mon fils est faible. Il cache quelque chose, et ce gain l'utilise. Je veux savoir exactement quoi. Vous étiez auditrice, Iboni. Oui, avant le mariage, j'ai vérifié votre bilan. Walia haussa un sourcil. Oui, j'ai travaillé dans l'audit financier pendant 7 ans. Quelque chose s'agita à l'intérieur d'Iboni. Les souvenirs de cette autre vie où elle n'était pas seulement la femme de Dante, mais Iboni Mercé, une spécialiste respectée. C'est bien, dit Walia. Cela signifie que vous savez regarder et voir ce que les autres ne voient pas. À partir de demain, vous travaillerez pour Holloway Holdings. Iboni se figea de surprise. Travailler? Oui, je crée un nouveau poste pour vous, ma consultante financière personnelle. Vous ne rendrez compte qu'à moi. Je vous donnerai un accès complet et illimité à tous les documents, comptes, contrats et serveurs de l'entreprise. Absolument tout. Votre tâche consiste à trouver la saleté. Trouvez le levier que votre mari utilise pour tenir mon fils et brisez-le. Êtes-vous d'accord? C'était plus qu'une offre d'emploi. C'était une chance. Une chance de se venger. Une chance de retrouver sa dignité, de cesser d'être une victime et de devenir une chasseuse. Oui, répondit Iboni sans hésitation. Je suis d'accord. Le lendemain matin, le chauffeur personnel d'Walia vint chercher Iboni. Il la conduisit dans un bâtiment moderne massif en verre et en béton du centre-ville, le siège de Holloway Holdings. Un badge de sécurité l'attendait déjà à l'entrée. Dès qu'elle entra dans l'immense espace ouvert où travaillaient des dizaines d'employés, les conversations commencèrent à s'éteindre. Les gens la regardaient en chuchotant. Elle sentait des dizaines de regards curieux, accusateurs et même jubilatoires. Dante n'avait pas perdu de temps. Elle le lisait dans leurs yeux. La voilà, la femme de Gaines, cette femme hystérique qui l'a mise à la porte, qui a probablement poussé l'homme à bout. Cela faisait mal, mais la colère était plus forte. Elle marchait la tête haute, regardant droit devant elle vers les ascenseurs menant à l'étage de la direction. On lui attribua un bureau petit mais privé avec une paroi en verre juste à côté de la réception du PDG. Julien l'évita consciencieusement toute la journée. Il courut devant son bureau, enfoui dans son téléphone, faisant semblant de ne pas la remarquer. Ce n'est que vers midi que le chef du département informatique, un jeune homme nerveux portant des lunettes, entra. Madame Mercé, commença-t-il en bafouillant, Madame Holloway a donné l'ordre. Voici vos identifiants de connexion. Vous avez un niveau d'accès maximal, administrateur complet. Vous verrez absolument tout. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez. Il lui tendit une enveloppe scellée et s'éloigna précipitamment comme s'il avait peur d'être infecté. Iboni se retrouva seule. Elle s'assit au bureau, alluma l'ordinateur et entra le mot de passe. Ignorant l'hostilité derrière la paroi en verre, elle s'immergea dans le travail, dans le monde des chiffres, des contrats et des transactions, un monde qu'elle avait autrefois connu et aimé. Elle commença par le contrat de ciment Keystone. Heure après heure, elle étudia les documents. À première vue, tout ressemblait à un projet majeur standard. Accord d'approvisionnement, facture, manifeste d'expédition, mais son œil exercé commença à remarquer des bizarreries. Les prix du gravier et des barres d'armature étaient gonflés de 40% par rapport au taux du marché. Les services de transport étaient fournis par une société écran de fortune enregistrée il y a un mois et le coût de ces services était tout simplement astronomique. L'argent allait sur les comptes d'entrepreneurs douteux et était immédiatement encaissé. Le soir, Iboni avait une vue d'ensemble. Le projet Keystone n'était pas seulement un échec. C'était un gigantesque système bien organisé pour siphonner de l'argent de l'entreprise. Les pertes se chiffraient déjà en millions.
C'était plus que suffisant pour licencier Dante pour faute grave et même déposer une plainte pénale pour fraude. Mais quelque chose ne collait pas, la peur de Julian. Elle ne ressemblait pas à la peur d'un manager qui avait foiré un projet. Même si sa mère découvrait ses pertes, il pouvait tout rejeter sur Dante, se faire passer pour trompé et incompétent, mais rien de plus. Non, Dante le tenait par autre chose, quelque chose de personnel, quelque chose de honteux. Le bureau s'est vidé. Il faisait sombre dehors. Ebony continuait à s'asseoir devant le moniteur. Si le levier n'était pas dans les documents officiels, alors il était ailleurs. Elle a commencé à passer méthodiquement au peigne fin tout le serveur de l'entreprise. Elle a utilisé ses droits d'administrateur pour examiner les dossiers personnels des employés, les archives de courriel et les journaux du système. Elle a cherché des mots-clés, gain, Keystone, dette, chantage. Les heures passaient, ses yeux souffrant de la tension. Et puis, au cœur de la nuit, dans l'un des dossiers système où les utilisateurs ordinaires ne regardent jamais, elle l'a trouvé, un répertoire caché avec le nom banal Backup 2024. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul fichier, un fichier vidéo avec un long nom composé de chiffres ressemblant à une date et une heure. L'année était l'année dernière. Le cœur d'Ebony battait plus vite. Elle a mis les écouteurs qu'elle a trouvés dans le tiroir du bureau et a double-cliqué sur le fichier. Un lecteur vidéo s'est ouvert. L'image était granuleuse, en noir et blanc, filmée par une caméra de surveillance quelque part près du plafond. La caméra montrait une table dans une cabine isolée d'un restaurant cher. Julian était assis à la table. Il regardait autour de lui nerveusement, vérifiant constamment sa montre. Une minute plus tard, un autre homme est entré dans la cabine, quelqu'un qu'Ebony ne connaissait pas. Il avait l'air très sûr de lui. Les hommes ont échangé de brèves salutations. L'étranger a ouvert sa mallette et en a sorti quelque chose enveloppé dans un tissu sombre. Il l'a placé sur la table. Puis il a dit quelque chose à Julian, pointant le paquet. Julian a hésité. Il a regardé le paquet, puis son compagnon. Finalement, il a hoché la tête lentement. Il a pris le paquet et l'a rapidement caché dans sa mallette. Les hommes se sont serrés la main et l'étranger est parti. Ebony a rembobiné la vidéo et l'a mise en pause au moment où la caméra montrait un gros plan du visage du deuxième homme. Elle a pris une capture d'écran et a lancé l'image dans un moteur de recherche. Une seconde plus tard, elle savait qui c'était. C'était le directeur commercial de leur principal et plus impitoyable concurrent sur le marché de la construction. Et puis elle a remarqué un détail de plus, dans le coin de l'écran se trouvait la date et l'heure de l'enregistrement, il y a presque exactement un an, 2 jours avant que Holloway Holdings ne perde inexplicablement l'appel d'offres pour le développement de tout un quartier, un appel d'offres remporté par la société de ce même concurrent. Tout s'est mis en place. C'était un pot de vin, un énorme pot de vin en espèces. Le PDG Julian Holloway a vendu sa société, et Dantgen a en quelque sorte obtenu cet enregistrement et l'a conservé pendant toute une année comme une araignée sur une mouche, suçant lentement des millions de dollars à l'entreprise par le biais de projets bidons, sachant que son patron ne ferait pas un bruit. Il l'avait complètement sous son contrôle. Ebony s'est adossée à sa chaise. Une sueur froide a perlé sur son front. Elle a regardé le visage figé de Julian sur l'écran, cachant la mallette avec le pot de vin, et a réalisé que tout était bien pire qu'elle ne le pensait. Son ennemi n'était pas seulement un mari tyran cruel. Son ennemi était tout ce système pourri construit sur la peur, la faiblesse et la trahison. Et Walia Holloway n'en avait même pas la moindre idée. Ebony était assise dans le bureau vide et résonnant, regardant l'écran où le visage de Julian Holloway était figé. Elle a copié le fichier vidéo sur une clé USB qu'elle a trouvée dans le tiroir du bureau, puis a supprimé l'original du dossier et effacé l'historique de ses actions sur le serveur. L'instinct de l'ancienne auditrice a fonctionné parfaitement, sécurisé d'abord la preuve. Elle a éteint l'ordinateur et s'est levée. Ses jambes lui semblaient être en coton. Une pensée martelait dans sa tête. Il ne s'agissait pas de l'argent. L'affaire Keystone n'était qu'un écran de fumée, un rideau derrière lequel Dante cachait le véritable matériel de chantage. Il ne volait pas seulement de l'argent. Il tenait le PDG, le fils du propriétaire, à la gorge. Julian n'était pas seulement faible, il était corrompu. Ebony a pris le premier taxi du matin qu'elle a pu appeler pour retourner au manoir d'Elia. Elle n'a pas réveillé la dame de la maison. Elle est allée tranquillement dans sa chambre d'amis et s'est allongée, mais le sommeil ne venait pas. Elle est restée les yeux ouverts, et la scène silencieuse du pot de vin se déroulait sans cesse devant elle. Maintenant, elle comprenait tout, la peur primale de Julian,
le rictus arrogant de Dante. Il était invulnérable parce qu'il était couvert par la seule personne qui aurait dû le punir. Elle s'est levée, s'est douchée et a remis ses vêtements étrangers stricts. Elle devait décider ce qu'elle ferait ensuite, montrer cette vidéo à Walia. Cela signifierait détruire Julian, pas seulement le licencier, mais peut-être l'envoyer en prison. Cela provoquerait un scandale monstrueux qui pourrait ébranler tout Holloway Holdings. La réputation de l'entreprise serait détruite. Que adviendrait-il alors de centaines d'employés ordinaires? Et si elle restait silencieuse, alors Dante continuerait à pomper de l'argent à l'entreprise en toute impunité, se cachant derrière la peur de Julian. Il resterait son mari, continuerait à la tourmenter, sachant qu'elle ne pouvait rien faire. Non, cette option était impossible. Elle est descendue prendre son petit déjeuner. Walia était déjà assise à la table en train de lire un journal. Elle a levé un regard pénétrant sur Ebony. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» a-t-elle demandé directement. « J'ai trouvé beaucoup d'anomalies dans les documents de Keystone Cement. Les pertes se chiffrent en millions. » « C'est suffisant pour un licenciement et une enquête ?» a répondu Ebony avec prudence. Walia a posé le journal. « Je ne vous demande pas cela. Avez-vous trouvé la raison pour laquelle mon fils a peur de lui ?» Ebony a hésité un instant. « Je pense que je dois d'abord parler à Julian » a-t-elle dit finalement, en tête-à-tête. Walia l'a regardé intensément, puis a hoché la tête. « Très bien, continuez. » De retour au bureau, Ebony a convoqué Julian dans son bureau par l'intermédiaire de sa secrétaire, ce n'est pas elle qui allait le voir, mais lui qui venait à elle. C'était important. La secrétaire a haussé les sourcils de surprise mais a transmis la demande. 5 minutes plus tard, Julian est entré dans son bureau, fermant la porte hermétiquement derrière lui. Son visage était tendu. « C'est urgent ?» a-t-il demandé, essayant de donner à sa voix un ton officiel. Ebony a silencieusement inséré la clé USB dans son ordinateur portable, a tourné l'écran vers lui et a lancé la vidéo. Pendant les premières secondes, Julian a regardé l'écran avec perplexité. Puis son visage a commencé à changer, reconnaissance, choc, horreur. Il a regardé sa propre main à l'écran prendre la liasse d'argent. La couleur a quitté son visage. Il est devenu blanc comme un linge. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais n'a pas pu émettre un son. La vidéo s'est terminée. Le silence planait dans le bureau. C'est un faux. Un deepfake, a-t-il finalement murmuré. Sa voix tremblait. Ne me fais pas perdre mon temps, Julian, a répondu Ebony calmement. J'ai passé 7 ans dans l'audit. Je peux distinguer un montage de l'original. Je veux entendre la vérité. Comment cet enregistrement est-il arrivé à Dante? Julian s'est effondré sur une chaise, se tenant la tête dans les mains. Ses épaules tremblaient. Le PDG d'une entreprise de plusieurs millions de dollars pleurait dans le bureau d'une femme dont le mari l'avait jeté dans la neige il y a 2 jours. C'était une erreur. Une seule erreur, je te jure, a-t-il murmuré entre 2 sanglots. J'avais des problèmes à l'époque, de grosses dettes personnelles, et ce contrat. C'était si important. Ils m'ont approché eux-mêmes, ont fait l'offre. Je pensais que personne ne le saurait jamais. J'étais un idiot. Il la regarda avec des yeux rouges et gonflés. Je ne sais pas comment il a découvert. Peut-être quelqu'un du personnel du restaurant. Peut-être me traquait-il lui-même. Je ne sais pas. Mais 1 mois plus tard, il est venu me voir, a posé une clé USB sur le bureau et a dit « Maintenant, nous allons travailler d'une nouvelle façon. » Et c'était tout. J'étais piégé. Il a commencé à m'apporter ses fausses factures pour Keystone Cement à signer. Au début, les montants étaient petits, puis de plus en plus gros. Je savais qu'il volait, mais je ne pouvais rien faire. Si maman découvrait, elle me détruirait. Elle ne me pardonnerait jamais. Il a parlé longtemps, de manière décousue, déversant toute sa douleur, sa peur et son humiliation sur elle. Il lui a raconté comment Dante se moquait de lui, comment il le forçait à signer des documents, comment il appréciait son pouvoir. Keystone Cement était une couverture pour l'argent que Dante lui soutirait en échange de son silence. Il ne volait pas seulement à l'entreprise. Il percevait des honoraires pour avoir caché la trahison du PDG. Quand il a terminé, Ebony est restée silencieuse pendant un long moment. Sa colère contre cet homme a été remplacée par une pitié dégoûtée. Il était faible et stupide, et maintenant il en payait le prix. Mais sa faiblesse était en train de détruire sa vie aussi. « Lève-toi »
a-t-elle dit doucement, et va travailler. Je vais réfléchir à ce qu'il faut faire. Il est parti, la laissant seule avec ce terrible secret. Maintenant, elle savait tout. Mais qu'est-ce que cela lui apportait? Elle tenait le destin de Julien entre ses mains, mais son propre destin était toujours entre les mains de Dante. Dante a apparemment senti le nœud se resserrer autour de son cou. Il a réalisé qu'Iboni ne se contentait pas de boire du café au bureau, et il a riposté. Pendant sa pause déjeuner, Iboni a décidé de s'arrêter à la banque la plus proche pour retirer de l'argent liquide. Elle n'avait pas un sou sur elle. Toutes ses affaires étaient restées à la maison. Elle a remis à la caissière la carte bancaire qu'elle partageait avec Dante. « Entrez votre code PIN », a dit la caissière. Iboni l'a entré. La caissière a regardé le moniteur pendant quelques secondes. « Je suis désolé, fonds insuffisant. »« Comment ça, insuffisant ?» Iboni était surprise. « Vérifiez encore une fois, s'il vous plaît. Il devrait y avoir. » La jeune fille a tourné le moniteur vers elle. L'écran affichait les chiffres. Solde, $0. Tous les fonds ont été retirés du compte ce matin, tout est liquidé, a dit la caissière avec sympathie. Iboni a senti le sol se dérober sous ses pieds. Il l'a fait. Il l'a laissée sans un sou. Elle est sortie de la banque en se sentant humiliée. Ce n'était pas seulement un coup financier. C'était un message, tu n'es rien sans moi. Tu n'as rien. Elle est revenue au bureau en colère et dévastée. Il voulait la briser. Mais il a obtenu l'inverse. Maintenant, elle n'avait plus de doute. Elle allait aller voir Walia et tout lui montrer. Qu'il y ait un scandale. Que tout s'effondre. Elle ne se laisserait plus jamais piétiner par lui ou par qui que ce soit d'autre. Elle était sur le point d'aller au bureau de la propriétaire quand son téléphone portable a soudainement sonné. Le numéro était bloqué, mais elle savait qui c'était. C'était le numéro de téléphone de la maison de ses parents en Géorgie, à des milliers de kilomètres de là. « Maman » a-t-elle répondu, et son âme s'est un peu réchauffée. La voix de sa mère était ce dont elle avait besoin en ce moment. Mais au lieu de la salutation chaleureuse habituelle, elle a entendu un sanglot étranglé au bout du fil. « Ebi, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi. » Explique, s'inquiétait Iboni. Dante m'a appelé, a dit sa mère, retenant ses larmes. Il m'a tout raconté. Ô Seigneur, quelle honte! Comment as-tu pu, Iboni? Ton père et moi ne t'avons pas élevé comme ça. Iboni s'est figé, ne comprenant pas qu'est-ce qu'il t'a raconté, maman? Il a dit que tu le trompes, a crié sa mère, que tu as eu un autre homme, et lui, le pauvre, l'a supporté jusqu'à la fin. Et puis il t'a mise à la porte. Seigneur, toute notre famille est déshonorée. Que vont dire les gens? Iboni a écouté, et un froid glacial l'a enchaîné de l'intérieur, un froid plus terrible que cette nuit sur le porche. C'était une trahison à laquelle elle ne s'attendait pas. Il ne s'est pas contenté de la dépouiller de son argent, il l'a dépouillée de la dernière chose, le soutien de sa famille. Il a empoisonné la seule source où elle pouvait trouver du réconfort avec le venin de ses mensonges. Maman, ce n'est pas vrai, a-t-elle murmuré, mais sa voix était à peine audible. Pas vrai. Sa mère a sangloté encore plus fort. Il était tellement brisé, souffrant tellement. Il a dit qu'il était prêt à te pardonner si tu retrouves la raison. Iboni, ma chérie, je t'en supplie, sois plus sage. Appelle-le. Demande pardon. Tu dois sauver la famille. Peu importe comment est le mari, tu dois préserver l'honneur de la famille. Iboni est restée silencieuse, tenant le téléphone à son oreille. Elle a entendu les pleurs de sa mère, la suppliant de s'excuser auprès de l'homme qui avait failli la tuer. Et à ce moment-là, elle a réalisé qu'elle était absolument seule. Dans le monde entier, elle n'avait plus personne. Dante avait gagné. Il l'avait isolée complètement. Iboni a lentement baissé le téléphone. Elle n'a pas pleuré. Les larmes étaient épuisées. Les sanglots de sa mère, la suppliant de sauver l'honneur de la famille, sonnaient comme une condamnation à mort pour sa vie passée. Là-bas, dans cette petite ville de Géorgie, elle avait déjà été jugée et enterrée. La trahison de sa mère, croyant aveuglément le mensonge, a été le coup final qui ne l'a pas brisée mais a plutôt forgé quelque chose de nouveau à l'intérieur d'elle, dur et froid comme l'acier. Maintenant, il ne restait plus personne à décevoir ou à offenser.
Il ne restait plus rien à sauver, seulement une terre brûlée. Et sur cette terre se tenait son ennemi. Elle s'est levée, a marché jusqu'à la fenêtre de son bureau temporaire et a regardé les gens se précipiter dans la rue. Ils vaquaient à leurs occupations, vivaient leur vie, inconscients des guerres qui se menaient derrière les murs de verre des bâtiments d'entreprise. Sa guerre avait cessé d'être personnelle. Ce n'était plus seulement une querelle entre une femme trompée et un mari infidèle. Maintenant, elle combattait la faiblesse de Julian, le jugement de sa propre famille et les mensonges que Dante avait si habilement tissés autour d'elle. Pour gagner, elle avait besoin d'une arme irréfutable qui le détruirait complètement sans blesser ceux qui n'étaient coupables que de l'acheter. La vidéo du pot de vin était une telle arme, mais trop sale. Elle pourrait exploser dans ses propres mains, enterrant toute l'entreprise sous les décombres. Non, elle allait prendre une autre voie, une voie plus propre, plus professionnelle. Elle sortit résolument du bureau et se dirigea vers Walia. La propriétaire de la holding était dans son bureau, en train de trier des papiers. Elle leva les yeux et Iboni réalisa qu'elle l'attendait. « Madame Holloway, j'ai tout vérifié », commença Iboni d'un ton égal et professionnel qui ne laissait rien transparaître de la victime d'hier. Dante vole systématiquement et à grande échelle. L'ensemble du projet Keystone Cement est une fiction créée uniquement pour dissimuler des détournements de fonds. Walia écouta en silence. Son visage resta impénétrable. « Et mon fils Julian est au courant », répondit Iboni, choisissant soigneusement ses mots, mais il a peur de l'arrêter. Dante a quelque chose sur lui. Je ne sais pas exactement quoi, mais ce chantage a complètement paralysé la volonté de Julian. Il est son otage. C'était une vérité partielle, la partie la plus sûre. Elle vit les lèvres d'Walia trembler au mot « fils est un otage ». Une douleur maternelle se mêlait à la fureur d'une propriétaire trompée. « Laissez-moi continuer », dit Iboni fermement. Je dois trouver non seulement des preuves indirectes dans les factures. Je dois trouver le point final où va exactement l'argent volé. Je vais trouver le compte vers lequel il le détourne. Je vous fournirai des preuves qui ne peuvent être contestées. Walia la regarda pendant une longue minute. Elle vit devant elle non pas une femme brisée, mais une professionnelle concentrée et en colère, et ce professionnalisme lui commandait le respect. Bien, dit-elle finalement. Trouvez-le. Vous avez toute autorité. De retour à son bureau, Iboni se plongea dans le travail avec une énergie renouvelée. Elle mit de côté toutes les émotions. Ce n'était plus qu'une tâche, complexe, mais réalisable. Elle rouvrit les dossiers de Keystone Cement et commença à dénouer le nœud. Elle suivit chaque paiement envoyé aux sociétés écrans. Puis, en utilisant ses droits d'administrateur, elle entra dans le système bancaire client par lequel transitaient toutes les transactions financières de la holding. Elle consulta les archives et vit toute la chaîne. L'argent allait sur les comptes des sociétés écrans et, en quelques heures, voire quelques minutes, était divisé en sommes plus petites et transféré plus loin. Elle travailla sans relâche, oubliant la nourriture et le temps. Le soir du deuxième jour, elle trouva ce qu'elle cherchait. Tous les fils, tous ces filets d'argent volés finirent par se fondre en un seul flux. Ils affluaient vers le même compte dans une petite banque commerciale qui n'avait rien à voir avec les activités de Holloway Holdings, le même numéro de compte encore et encore. Mais à qui appartenait le compte? La banque ne lui donnerait pas cette information comme ça. Elle aurait pu demander à Walia d'utiliser ses relations ou son service de sécurité, mais elle voulait aller au bout de cette affaire elle-même. Elle copia le numéro de compte et lança une recherche globale sur l'ensemble du réseau interne de l'entreprise, tous les documents, toutes les bases de données, tous les fichiers stockés sur les serveurs. Pendant des années, elle cherchait la moindre mention de cette combinaison de 20 chiffres. La recherche dura près d'une heure, et lorsque le résultat apparut à l'écran, le cœur d'Iboni rata un battement. Un seul document fut trouvé. Il s'agissait d'un formulaire d'employé des RH rempli il y a 3 ans. Dans la section des informations supplémentaires, l'employé demandait qu'une partie de son salaire soit transférée sur le compte spécifié à titre de cotisation volontaire à une assurance épargne. Le numéro de compte correspondait jusqu'au dernier chiffre. Iboni ouvrit le dossier du personnel. Une jolie jeune femme au sourire confiant la regardait depuis la photo, Tasha Fennell, 30 ans, directrice régionale des ventes. Tasha Fennell. Iboni commença immédiatement à rechercher toutes les informations la concernant. Elle consulta ses rapports de voyage d'affaires, ses notes de frais, sa correspondance officielle, et le tableau commença à s'éclaircir. Les voyages d'affaires de Tasha coïncidaient miraculeusement en date et en ville avec les voyages de travail de Dante.
ces mêmes factures d'hôtel qu'Iboni avait trouvées dans leurs relevés familiaux avaient été payées les mêmes jours où Tasha Fennell se trouvait dans la même ville. La douce odeur de parfum étranger sur son manteau, tout s'emboîtait. Ce n'était pas seulement une complice. C'était sa maîtresse. La colère brûlait Iboni de l'intérieur, mais elle se força à travailler froidement et méthodiquement. Elle commença à suivre Tasha en temps réel. Dans les systèmes internes, elle vit quand elle arrivait au travail et quelles tâches elle effectuait. Le lendemain, Tasha ne s'était pas présentée au bureau. Iboni vérifia le système de suivi du temps et vit que Fennell avait pris un jour de congé personnel. C'était ce qu'Iboni attendait. Elle ne pouvait plus rester assise au bureau. Elle devait tout voir de ses propres yeux. Elle appela un taxi et donna l'adresse de Tasha, qu'elle avait trouvée dans son dossier. C'était un appartement dans un bel immeuble neuf. Iboni demanda au chauffeur de se garer de l'autre côté de la rue, où il y avait une bonne vue sur l'entrée. Elle le paya pour plusieurs heures d'attente. Elle attendit, 1 heure, 2 heures. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle attendait, mais son intuition lui disait qu'elle était sur la bonne voie. Finalement, la porte d'entrée s'ouvrit. Tasha sortit. Elle portait un manteau ample, mais même celui-ci ne pouvait pas cacher un ventre légèrement arrondi. Tasha ne se dirigea pas vers l'arrêt de bus. Elle se dirigea vers une petite place et s'assit sur un banc, vérifiant quelque chose sur son téléphone. 10 minutes plus tard, un taxi s'arrêta. Tasha monta à bord et démarra. Iboni ordonna à son chauffeur de la suivre, « Gardez juste vos distances ». La course-poursuite fut courte. La voiture de Tasha s'arrêta devant un centre médical privé. L'enseigne indiquait en grandes lettres, « Clinique de santé reproductive et de médecine familiale ». Iboni demanda au chauffeur de s'arrêter un peu plus loin dans la rue et attendit de nouveau. Le temps s'éternisait douloureusement. Elle fixa les portes de la clinique, et un bloc de glace se forma dans sa poitrine. Il fallut environ 1 heure avant que les portes ne s'ouvrent à nouveau. Tasha sortit sur le porche. Elle n'avait plus l'air tendue. Il y avait un sourire heureux et paisible sur son visage. Dans une main, elle tenait un petit dossier, et dans l'autre, plusieurs photographies qu'elle examinait avec tendresse. Même à distance, Iboni comprit de quoi il s'agissait, des échographies. Et à ce moment-là, un VUS noir familier se gara lentement devant le porche de la clinique, son VUS, la voiture que Dante appelait la « voiture familiale ». Dante était au volant. Il ne remarqua pas le taxi garé au loin. Il ne regardait que Tasha. Il coupa le moteur, sortit de la voiture et s'approcha d'elle. Il l'embrassa avec précaution, tendrement, puis posa sa main sur son ventre. Iboni n'avait pas vu un regard aussi doux et attentionné de sa part depuis des années. Tasha lui dit quelque chose en riant et lui montra les photos. Il les prit, les examina attentivement, et son visage s'illumina d'un sourire heureux, comme Iboni n'en avait jamais vu chez lui, pas même le jour de leur mariage. Il l'embrassa, puis posa de nouveau sa main sur son ventre et murmura quelque chose. Ils montèrent dans la voiture et s'éloignèrent. Iboni resta immobile, les regardant partir. Elle ne pouvait plus respirer. Elle comprit tout. Ce n'était pas seulement une tromperie, pas seulement une liaison. Il ne volait pas seulement de l'argent pour lui-même. Il construisait une nouvelle vie, une nouvelle famille avec une nouvelle femme qui portait son enfant. Et elle, Iboni, n'était qu'un obstacle dans ce plan, une vieille chose ennuyeuse dont il fallait se débarrasser. Et il s'était débarrassé d'elle de la manière la plus cruelle, en la jetant dans le froid glacial. Il ne l'avait pas fait dans un accès de colère. Il dégageait l'espace pour sa nouvelle vie heureuse, et il n'y avait pas de place pour elle dans cette vie. Le chauffeur de taxi toussa, brisant le silence dans la voiture chaude. « Où allons-nous maintenant » demanda-t-il, regardant Iboni dans le rétroviseur. Elle fixa droit devant elle l'endroit sur la route où le VUS noir de son mari venait de disparaître. À l'intérieur d'elle, il n'y avait pas de larmes, pas de désespoir. La douleur qui la déchirait il y a 1 minute se cristallisa, se transformant en autre chose, une rage froide, calme, dévorante. Il ne l'avait pas seulement trahi. Il l'effaçait, nettoyant systématiquement et impitoyablement le terrain pour sa nouvelle vie construite sur ses ruines. Au bureau, sa voix sonna étrange, creuse et dure, « Et vite, s'il vous plaît ». Elle resta silencieuse tout le long du trajet, repassant dans sa tête non pas la scène de sa tendresse avec sa maîtresse, mais des chiffres, des factures et des noms de sociétés écrans. Le personnel disparut. Il ne restait que le travail, la tâche, l'enquête qu'elle devait mener à bien. Maintenant,
elle savait qu'elle ne cherchait pas seulement de l'argent volé. Elle cherchait des fonds investis dans les fondations de la nouvelle famille de son mari, et elle arracherait ces fondations à la racine. De retour au bureau vide, elle travailla avec une énergie fébrile redoublée. Maintenant qu'elle connaissait le nom de la complice, tout devenait plus simple. Elle rouvrit le dossier personnel de Tasha Fennell, directrice régionale des ventes, salaire modeste, régime d'avantages sociaux standards. Mais dans les documents financiers qui lui étaient liés, quelque chose d'inimaginable se produisait. Ebony commença par les notes de frais, des dizaines de notes de frais au cours des 18 derniers mois, des voyages dans des villes où Holloway Holdings n'avait même pas d'intérêt, des reçus joints d'hôtels au prix gonflé, des factures de restaurants pour des montants comparables à son salaire mensuel, et sur chaque note de frais, sur chaque reçu, il y avait une signature d'approbation, la signature du chef de la logistique, Dantgen. Il approuvait personnellement toutes ces fausses dépenses, mais ce n'était que des broutilles, de l'argent de poche. Le vrai vol passait par un autre système. Ebony trouva des dizaines de contrats de services de consultation conclus entre Holloway Holdings et Fennell Consulting. Tasha, il s'avérait, était également une entreprise individuelle. Elle consultait soi-disant sa propre entreprise sur l'analyse du marché de la logistique. Absurde. Les actes de travail accomplis étaient rédigés à la hâte sans aucune précision, analyse effectuée, rapport préparé, et sous chaque acte, 2 signatures, fournisseur, Fennell Tasha, client, acceptant le travail au nom de Holloway Holdings, Gain. Il versait de l'argent à son entreprise pour des services inexistants, des dizaines, des centaines de milliers de dollars chaque mois. C'était un système éhonté et primitif, mais il fonctionnait parce que la peur de Julian le recouvrait. Aucun auditeur, aucun contrôleur financier n'oserait remettre en question un accord approuvé personnellement par le chef de la logistique et protégé par le silence du PDG. Ebony rassembla tous ces documents dans un dossier séparé. Il y avait déjà suffisamment de preuves pour envoyer Dante et sa maîtresse enceinte devant les tribunaux. Mais elle sentait que ce n'était pas tout. Ce n'était que des ruisseaux. Où coulait la rivière? Il ne pouvait pas simplement entasser des millions en espèces sous un matelas. Cet argent devait travailler, devait construire cette nouvelle vie. Elle passa son attention des documents financiers aux communications. En utilisant son accès administratif, elle obtint un accès complet à la messagerie électronique d'entreprise de Tasha et à tout ce qui était stocké sur son ordinateur de travail. Elle commença par rechercher des mots-clés, compte, transfert, achat, immobilier, rien. Ils étaient assez intelligents pour ne pas en discuter dans les courriels de travail. Puis Ebony alla plus loin. Elle lança un programme de récupération de fichiers sur le lecteur réseau de Tasha pour trouver les fichiers supprimés. Ce fut un long processus. Heure après heure, une barre verte rampait sur l'écran tandis qu'Ebony la regardait fixement. Et tard dans la nuit, le programme se termina. Une liste de centaines de documents supprimés apparut devant elle, de vieux rapports, des présentations inutiles, des photos personnelles. Elle commença à tout examiner méthodiquement dans l'ordre, et elle le trouva. À la toute fin de la liste se trouvait un fichier discret supprimé il y a plus de 6 mois, un document Word intitulé « Statut ». Avec des doigts tremblants, elle l'ouvrit. Il s'agissait d'une convention d'exploitation standard d'une LLC. Le nom de l'entreprise était nouveau, inconnu, Horizon Build and Supply. Ebony saisit rapidement le nom dans le registre des entreprises de l'État. L'entreprise avait été enregistrée il y a 8 mois, domaine d'activité, travaux de construction et d'installation, un concurrent direct de Holloway Holdings. Le fondateur et PDG était inscrit comme étant Basil Peters, un nom qui ne lui disait rien, un homme de paille sans aucun doute. Mais la partie la plus intéressante se trouvait dans le projet. Dans le projet de statut qu'elle avait trouvé dans la section sur les fondateurs, il y avait 2 noms qui avaient manifestement été remplacés plus tard par le faux Peters, d'abord, Fennell Tasha, ensuite, Gain Dante. Ça y était. La trahison dans sa forme la plus haute et la plus laide. Il ne volait pas seulement de l'argent. Il ne la trompait pas seulement. Il utilisait les ressources d'Walia Holloway, son argent, sa position pour construire une entreprise concurrente à partir de zéro. Il n'était pas seulement un voleur. C'était un parasite qui dévorait lentement son hôte de l'intérieur pour faire croître sa propre progéniture. Dans l'esprit d'Ebony, tout s'emboîta en une seule image monstrueuse. Elle commença à vérifier davantage, sachant déjà ce qu'il fallait rechercher. Elle accéda à la base de données clients de Holloway Holdings et la compara à la liste des contrats qu'Horizon Build and Supply avait réussi à obtenir au cours de ces quelques mois. Elle trouva ces informations sur un site d'appel d'offres public.
Plusieurs petits mais rentables clients de Holloway Holdings avaient récemment résilié leur contrat et étaient passés à la nouvelle entreprise inconnue Horizon. Ils débauchaient des clients. Puis elle vérifia les RH. Au cours des 6 derniers mois, 3 ingénieurs de projet de premier plan avaient démissionné de Holloway Holdings, des gars talentueux qu'Walia elle-même appréciait. Raison officielle, raison personnelle. Ebony passa une autre heure et trouva leur nouveau lieu de travail via LinkedIn. Tous les 3 travaillaient maintenant chez Horizon Build and Supply. Ils ne débauchaient pas seulement des clients. Ils débauchaient les meilleurs talents. Il aspirait la vie, le sang et le cerveau de l'entreprise. Et puis ça lui frappa. Elle se souvint des conversations qu'elle avait entendues dans les couloirs du bureau ces derniers jours. Tout le monde parlait du même événement, l'échec de Holloway Holdings dans un important appel d'offres de l'État pour la construction d'un nouveau complexe résidentiel. C'était le projet de l'année, le morceau le plus juteux. Tout le monde était sûr de la victoire, et soudain, la défaite. Officiellement, il fut annoncé que l'offre de Holloway avait été rejetée pour des raisons techniques, une erreur dans les documents. Julian avait ragé et tempêté, s'en prenant à tout le service. Mais il était trop tard. Et qui a remporté l'appel d'offres? Une jeune entreprise audacieuse offrant des conditions légèrement meilleures. Une entreprise appelée Horizon Build and Supply. Ebony a suffoqué. Elle s'est précipitée dans les archives du serveur de l'entreprise, à la section contenant la documentation de l'appel d'offres. Elle a trouvé le dossier concernant ce projet perdu. Elle a ouvert la liste des personnes responsables de la préparation et de la soumission finale de l'ensemble du dossier. Une seule personne était responsable, le chef de projet d'Angen. Ebony a commencé à examiner des centaines de pages de la candidature. Tout était parfait, calcul, plan, estimation. Elle a commencé à penser qu'il s'agissait d'une monstrueuse coïncidence, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a ouvert la dernière partie, la plus importante, la garantie bancaire confirmant la solvabilité financière de l'entreprise. Le document était là. Les signatures de tous les directeurs financiers étaient là. Mais sur la dernière page, où devait figurer le sceau de l'entreprise et la signature finale du PDG, elle était vierge. La page était propre. Dans le scan envoyé à la concurrence, la page la plus importante était manquante. Ce n'était pas une erreur accidentelle. C'était un sabotage délibéré. Il n'a pas seulement volé la victoire à l'entreprise où il travaillait. Il a personnellement saboté la candidature pour qu'elle soit assurée de perdre. Il a saboté sa propre entreprise pour donner un contrat de plusieurs millions de dollars à une firme créée avec de l'argent volé à cette même entreprise. Ebony s'est adossée à sa chaise. Un son strident a rempli ses oreilles. Elle a regardé la page vide dans le dossier d'appel d'offres, et ce vide parlait plus fort que tous les mots. C'était la fin, le coup de grâce dans le tableau de la trahison totale. Elle s'est levée, a copié tout ce qu'elle a trouvé sur la même clé USB où était stockée la vidéo du pot de vin, et sans éteindre l'ordinateur, elle est sortie du bureau. Il était presque 6 heures du matin. Dans quelques heures, le bureau serait rempli de monde, mais elle devait agir immédiatement. Elle est arrivée au manoir juste au moment où le soleil commençait à peindre le ciel. Walia, contrairement à ses attentes, était réveillée. Elle était assise dans le salon près de la cheminée, enveloppée dans un châle, regardant le feu. Il semblait qu'elle attendait. « Dis-moi, dit-elle sans tourner la tête quand Ebony entra dans la pièce. Ebony s'est approchée et lui a remis silencieusement la clé USB. « Mieux vaut que je te montre. » Elles sont allées dans le bureau. Ebony a inséré la clé dans l'ordinateur portable d'Walia et a commencé son rapport. Elle a parlé calmement, sans émotion, comme si elle rendait compte à un conseil d'administration, comme si tout cela concernait des étrangers, et non elle. Tout d'abord, elle a montré la vidéo. Walia a regardé l'écran où son fils prenait le pot de vin et son visage s'est pétrifié. Pas un seul muscle n'a tressailli. Elle a regardé jusqu'à la fin, et lorsque le bureau est réapparu à l'écran, elle a dit doucement, « Continue ». Ensuite, Ebony a ouvert le dossier contenant les documents financiers, les faux rapports de dépenses de Tasha, les faux contrats de conseil, les paiements allant à son compte personnel. C'était la preuve du détournement de fonds et de la liaison. Walia n'a encore une fois pas dit un mot. Elle a juste regardé, et dans ses yeux, auparavant seulement sévères, de la glace se formait. Puis Ebony a ouvert les statuts de Horizon Build and Supply, le projet avec les noms de Dante et Tasha, et à côté, l'extrait du registre où l'homme de paille était listé, la preuve de la création d'une firme concurrente avec de l'argent volé. Voici la liste des clients qu'ils ont débauchés.
Iboni a ouvert le fichier suivant. Et voici la liste des ingénieurs qu'il a pris à votre entreprise. La glace dans les yeux d'Walia est devenue plus épaisse. Un froid palpable a rempli la pièce. Et la dernière chose, dit Iboni, et sa voix a tremblé pour la première fois. Elle a ouvert la candidature de l'appel d'offres, a montré le projet parfait, puis le fichier final envoyé au concours avec une page blanche à la place du document crucial. Il a fait ça lui-même. Il a personnellement saboté l'affaire de l'année pour la donner à sa société, a-t-elle terminé. Un silence de mort a régné dans le bureau. Seules les bûches crépitant dans la cheminée étaient audibles. Walia est restée silencieuse pendant longtemps, fixant l'écran. Il semblait qu'elle avait cessé de respirer. Puis elle a lentement tourné la tête vers Iboni. La rage gelée dans ses yeux était si intense qu'Iboni a eu peur. Ce n'était pas seulement la colère d'une femme d'affaires trompée. C'était la fureur d'une matriarche dont la famille, dont l'héritage, dont l'œuvre de toute une vie, quelqu'un avait essayé de piétiner et de détruire de l'intérieur. Le gala annuel des constructeurs, dit-elle finalement. Sa voix sonnait comme des glaciers qui grincent. C'est dans 3 jours. Iboni ne comprenait pas pourquoi elle disait cela. Oui, je sais qu'il sera là, continua Walia, se levant. Il viendra certainement. Il viendra savourer son triomphe, regarder dans les yeux mon fils qu'il tient en laisse, se moquer de notre perte dans l'appel d'offres. Il viendra se délecter de sa victoire. Elle s'est approchée de la fenêtre et a regardé le lever du soleil. Et il sera détruit. Elle s'est retournée. Il n'y avait plus de glace dans ses yeux. Le feu y brûlait. Tu vas préparer une présentation, Iboni, courte, claire, létale avec toutes ses preuves. Nous n'allons pas à la police. Pas maintenant. D'abord, il y aura le tribunal de l'opinion publique. Tu vas montrer ça au gala devant tout le conseil d'administration, devant tous les hauts dirigeants, devant les meilleurs employés de l'entreprise, devant tous ceux dont il respecte tant. Nous allons détruire non seulement son entreprise, nous allons réduire en poussière sa réputation, son nom. Pendant les 2 jours suivants, Iboni n'a pas quitté la chambre d'amis. Elle a travaillé sur la présentation. Elle a sélectionné les preuves les plus accablantes, les organisant dans une chaîne logique qu'il était impossible de rejeter. Tout d'abord, la vidéo avec le pot de vin, expliquant pourquoi tout cela est devenu possible. Ensuite, la fraude financière, puis la création de la firme concurrente, et enfin le sabotage de l'appel d'offres comme l'apothéose de la trahison. Chaque diapositive était comme un clou enfoncé dans le cercueil de sa carrière. La veille du gala, on a frappé à sa porte. C'était Julien. Il était évident qu'il était déjà au courant du plan de sa mère. Il était pâle comme la mort et ses mains tremblaient. « Ebi, je t'en prie, murmura-t-il, entrant et fermant la porte hermétiquement. Ne fais pas ça. S'il te plaît, réglons tout en douceur. Nous allons le licencier. Déposer une plainte à la police, mais pas ce scandale public. Pourquoi, demanda Iboni froidement, sans lever les yeux de son travail. Cela va tuer la réputation de l'entreprise et la vidéo. Et si tout le monde voit cette vidéo. Il se tut, incapable de terminer la phrase. Tu aurais dû penser à la réputation de l'entreprise quand tu as pris de l'argent à des concurrents, le coupa Iboni. Je sais que je suis coupable, cria-t-il presque, mais comprends, ce sera un désastre pour tout le monde. Pense peut-être qu'il y a une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, dit-elle fermement. Il doit répondre de tout, et il répondra publiquement. Julien la regarda avec désespoir et horreur. Il réalisa qu'elle ne pouvait pas être dissuadée. Il se tourna et quitta silencieusement la pièce. Iboni le regarda partir et retourna à son ordinateur portable. La présentation était presque prête, il fallait juste ajouter quelques touches finales, tout vérifier une fois de plus. Elle a travaillé tard dans la nuit. Finalement, vers 2 heures du matin, elle décida que tout était prêt, parfait. Demain, ce serait la fin. Elle enregistra le fichier, ferma l'ordinateur portable et alla se laver le visage dans la salle de bain avant de se coucher. Quand elle revint 5 minutes plus tard, l'écran de son téléphone portable posé sur la table s'illumina avec un nouveau message de Dante. Son cœur fit un bond. Elle prit le téléphone. Le message était court, bien essayé, ma belle. Julien vient de tout me donner. Tu aurais dû rester dans la neige. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle ne comprenait pas ce que signifiait tout me donner. Elle se précipita vers l'ordinateur portable, l'ouvrit, entra le mot de passe. Le bureau était là.
Elle trouva le dossier avec la présentation, l'ouvrit et vit que le dossier était vide. Elle commença à vérifier fébrilement d'autres répertoires, la corbeille. Tout était effacé. Elle se connecta au serveur de l'entreprise dans son dossier de travail. Vide. Elle ouvrit ses emails où elle avait envoyé des brouillons. Vide. Tous les fichiers, toutes les preuves qu'elle avait collectées pendant des jours avaient disparu. Son ordinateur portable avait été effacé à distance complètement. Elle resta assise à regarder l'écran vide. Julian, il ne l'a pas seulement supplié. Il l'a trahi à nouveau. Il a eu peur de la honte publique, a couru vers Dante et lui a tout donné, des informations sur la prochaine révélation, des mots de passe, un accès. Il a fait un pacte avec le diable pour sauver sa propre peau. Et maintenant, elle n'avait plus rien, absolument rien. Demain, c'était le gala où un Dante triomphant arriverait sachant qu'elle était désarmée. Sa défaite était totale. Ebony resta assise à regarder l'écran vide de l'ordinateur portable. Le téléphone avec le message de Dante était posé sur la table comme un serpent venimeux. Le silence dans la luxueuse chambre d'Amy pesait, s'épaississait, se transformant en une terreur gluante et visqueuse. Cette nouvelle trahison était pire, bien pire que la première sur le porche enneigé. Dante était un ennemi, ouvert, cruel, compréhensible. Mais Julian, il était un allié dans le malheur, un compagnon d'otage de la situation. Son action était un coup de poignard dans le dos qui ressemblait à une défaite totale et finale. Il n'a pas seulement aidé Dante. Il a rayé tous ses efforts, toute sa douleur, toute sa lutte. Il lui a montré qu'elle était seule contre deux. Elle ferma lentement le couvercle de l'ordinateur portable. À l'intérieur, tout était réduit en cendres. Il n'y avait ni colère, ni désir de se battre davantage, seulement un vide sourd et dévorant. Elle a perdu avant même que la bataille ne commence. Comme dans un rêve, elle se leva et quitta la pièce. Ses jambes la portaient à travers la maison silencieuse et endormie. Elle ne savait pas pourquoi elle y allait, peut-être juste pour dire à Walia que c'était fini, que son plan avait échoué à cause de la lâcheté de son propre fils. La porte du bureau du propriétaire était entr'ouverte. Une bande de lumière s'en échappait. Ebony frappa doucement et entra. Walia ne dormait pas. Elle était assise dans son fauteuil, vêtue d'un peignoir sévère, en train de lire un livre. Elle leva les yeux et il n'y avait pas la moindre surprise dans son regard. Tout est parti, murmura Ebony. Sa voix ne voulait pas lui obéir. Julian nous a trahis. Elle se dirigea vers le bureau et plaça son téléphone avec le message ouvert de Dante devant Walia. Walia prit le téléphone, le porta à ses yeux et lut attentivement le court texte. Puis elle le reposa calmement sur la table. Son visage ne reflétait ni colère ni déception. Rien. Je savais que mon fils était un lâche, dit-elle d'une voix égale et calme, mais je ne pensais pas qu'il était un imbécile. Ebony la regarda, ne comprenant pas. Ce calme était plus effrayant que n'importe quel cri. Il lui a tout donné, dit Ebony, sentant une boule se former dans sa gorge. Tous les fichiers sont effacés. Il ne nous reste plus rien. Demain, il viendra à ce gala en vainqueur, et nous ne pouvons rien faire. Walia la regarda comme si Ebony était un enfant qui ne comprenait pas les choses évidentes. Pensais-tu vraiment que je confierais des preuves aussi importantes, le sort de toute mon entreprise, à un seul ordinateur portable connecté à un réseau commun? Ebony se figea. Le jour même où tu t'es assise pour la première fois à l'ordinateur du bureau, continua Walia, j'ai donné un ordre au chef de mon service de sécurité personnelle. Ce sont des personnes qui ne rendent compte qu'à moi, pas à mon fils ni à qui que ce soit d'autre. Ils ont installé un système qui reflétait chaque action que tu as entreprise en temps réel, chaque fichier ouvert et enregistré. Tout ce que tu as trouvé a été instantanément copié sur un serveur hors ligne sécurisé situé même pas dans cette ville. Elle fit une pause, laissant Ebony réaliser ce qui était dit. Toutes les preuves, Ebony, sont parfaitement en sécurité. Chaque document, chaque capture d'écran, et bien sûr, l'enregistrement vidéo. Ebony eut le vertige. L'espoir, si faible et timide, commença à percer la épaisse couche de désespoir. Mais alors pourquoi? Pourquoi, Julian? Pourquoi dire à Dante et aider à tout effacer? Et là, Walia se permit un léger rictus froid. C'était le sourire d'un général regardant une bataille déjà gagnée. Cela, ma chère, était mon plan, la partie principale de celui-ci. Elle se leva et se dirigea vers le bar, versant de l'eau dans 2 verres. Elle entendit un Ebony. Notre ennemi,
ton mari, est un homme arrogant et sûr de lui, mais pas stupide. S'il sentait une réelle menace, sentait que nous préparions une exécution publique pour lui, que ferait-il? Iboni réfléchit. Il ne viendrait pas au gala. Il s'enfuirait, essaierait de cacher l'argent, de détruire les documents. Exactement, acquiesça Walia. Il se cacherait, et nous devrions le débusquer de son trou pendant des mois à travers les tribunaux et la police. C'est long, compliqué et inefficace. Non, j'avais besoin qu'il vienne lui-même à l'abattoir, heureux, détendu et absolument sûr de sa victoire. Nous avions besoin qu'il se sente non pas comme une victime, mais comme un conquérant. Elle prit une gorgée d'eau. La peur de mon fils était notre principal problème. J'ai décidé d'en faire notre principale arme. Hier soir, après qu'il t'ait supplié d'annuler tout, il est venu me voir. Il était paniqué. J'ai réalisé que le moment était venu. Walia regarda Iboni droit dans les yeux. Je lui ai dit que j'avais parlé avec Dante et que Dante s'était soi-disant vanté auprès de moi qu'il avait une deuxième copie de sauvegarde de la vidéo du pot de vin, que même si nous détruisions la première, il le tiendrait toujours en otage pour le reste de sa vie, et après un scandale, utiliserait certainement la deuxième copie par vengeance. Iboni écoutait, retenant son souffle. Elle commença à comprendre la logique diabolique de ce plan. Mon fils a paniqué encore plus, continua Walia. Il était pris entre le marteau et l'enclume, entre mon plan d'exposition publique et la menace d'un chantage à vie de la part de Dante. Et alors je lui ai offert une porte de sortie. Je lui ai ordonné, va vers lui, ai-je dit. Va vers ton maître. Fais semblant d'avoir enfin et irrévocablement basculé de son côté. Parle-lui de mon plan. Dis que tu es terrifié et que tu veux l'aider. Donne-lui accès à l'ordinateur portable d'Iboni pour qu'il puisse tout effacer lui-même et être sûr que toutes les preuves sont détruites. Gagne sa confiance totale. Fais-lui croire que le danger est passé, qu'il nous a vaincus. Iboni regarda cette femme âgée avec un sentiment proche de la terreur sacrée. Sa visite chez toi, ses supplications, tout cela faisait partie du jeu. Sa trahison n'était pas une trahison. Pour la première fois depuis de nombreuses années, mon fils a fait exactement ce que sa mère lui a ordonné de faire. Il a joué son rôle, et le message que Dante t'a envoyé n'est pas une preuve de ta défaite, Iboni. C'est la preuve que notre piège a parfaitement fonctionné. Elle se dirigea vers son bureau, prit un mince dossier et le tendit à Iboni. La présentation est prête. Mes gens l'ont faite à partir de tes matériaux. Tout est là dans la séquence correcte. Demain, tu monteras sur scène et appuieras sur le bouton. Iboni prit le dossier. Ses mains ne tremblaient plus. Le désespoir disparut sans laisser de traces. À sa place se trouvait un vide glacé et retentissant et une absolue préparation. Le piège était tendu. La bête, ivre de sa victoire, marchait droit dedans. Iboni tenait le mince dossier, et il ne lui semblait pas lourd. Il était léger, comme un verdict. Elle ne dormit pas de toute la nuit, mais il n'y avait aucune fatigue. Au lieu de cela, un calme froid et retentissant s'installa à l'intérieur. Elle n'était pas seulement une invitée, pas seulement une victime, pas seulement une vengeresse. Elle était un instrument, une arme parfaitement aiguisée entre les mains d'une femme qui n'a jamais perdu. La salle de banquet du meilleur hôtel de la ville était magnifique. D'énormes lustres de cristal inondaient des centaines d'invités en robes de soirée et en costumes coûteux de lumière. Un orchestre jouait en direct. Des serveurs circulaient avec du champagne. C'était le triomphe de Holloway Holdings, une célébration de la force et du succès, même malgré la récente perte malheureuse de l'appel d'offres. Iboni entra dans la salle avec Walia. Elle portait une robe élégante et sévère de couleur bordeaux profond fournie par l'hôtesse. Elle restait derrière Walia, restant dans son ombre. Tous les regards, bien sûr, étaient fixés sur la matriarche, mais certains reconnurent Iboni et commencèrent à chuchoter. Elle sentait leurs regards, mais n'y prêtait pas attention. Aujourd'hui, il n'était que des décors pour elle. Dante était au centre de la pièce. Il était le roi de la soirée. Il riait, acceptait les félicitations, serrait les mains. Beaucoup s'approchaient de lui et lui tapotaient l'épaule avec sympathie. Ne t'inquiète pas pour cet appel d'offres, Dante. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Nous savons combien d'efforts tu y as consacré. Et il acquiesçait avec un sourire reconnaissant et modeste, un sourire de Judas. À un moment donné, leurs yeux se croisèrent. Il la vit debout à côté d'Walia. La surprise traversa son visage, suivie d'un rictus méprisant et triomphant.
Il quitta ses interlocuteurs et se dirigea droit vers elle avec une démarche nonchalante. Walia s'était éloigné pour parler à quelqu'un du conseil d'administration, laissant Ebony seule. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, dit-il doucement, s'approchant. Il sentait le parfum cher et le succès. Tu as décidé de venir voir comment vivent les vraies personnes? Ebony resta silencieuse, le regardant droit dans les yeux. Son calme sembla le déconcerter. Il s'attendait à de la peur, des larmes, de l'humiliation. Le chat a mangé ta langue, siffla-t-il. C'est vrai, tu n'as rien à dire. Au fait, je te dirais de rentrer chez toi, mais tu n'en as pas. C'était son dernier mot, la dernière goutte de poison. Mais cela n'a pas fonctionné. Ebony sourit juste légèrement. Ce sourire, calme et un peu triste, le déconcerta. Il fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qui se passait, mais il était trop tard. La musique s'estompa. L'animateur monta sur scène et annonça que le discours traditionnel serait maintenant prononcé par la fondatrice et propriétaire de l'entreprise, Walia Holloway. La salle applaudit. Walia monta lentement sur scène, s'approcha du pupitre et balaya les invités d'un regard lourd et impérieux. Les applaudissements se sont éteints. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers collègues. Sa voix, amplifiée par le microphone, résonna dans toute la salle. Chaque année, à cette date, nous célébrons nos réalisations. Mais aujourd'hui, je veux parler non pas du passé, mais de l'avenir. Cette année, l'avenir de notre entreprise a été sauvé. Et il a été sauvé non pas par moi et non pas par le conseil d'administration, mais par l'intelligence, le courage et la diligence d'une femme. Elle fit une pause, et tout le monde dans la salle se figea dans la perplexité. Ebony Mercé, s'il vous plaît, venez sur scène. Des centaines de têtes se tournèrent vers Ebony. Un silence perplexe régnait dans la salle. Dante, debout à proximité, se figea la bouche à moitié ouverte. Il regarda sa femme, qu'il avait jetée dans le froid glacial il y a quelques jours à peine, marcher calmement et avec assurance vers la scène sous le regard de toute l'élite de la ville. Ebony monta les marches. Walia lui fit un signe de tête silencieux et s'écarta, la laissant seule au pupitre. Dans la main d'Ebony se trouvait une petite télécommande pour le projecteur. Elle appuya sur le bouton. Les écrans géants sur les côtés de la scène, qui avaient précédemment affiché le logo de l'entreprise, s'animèrent, et la première diapositive à apparaître n'était pas un message d'accueil, mais une photographie agrandie de la signature de Dante Gaines sous l'un des faux actes de travail effectués pour TF Fennell Consulting. Un murmure de confusion parcourut la salle. Dante devint pâle. Ebony appuya de nouveau sur le bouton. Diapositive suivante. Les écrans s'éteignirent et une vidéo commença, granuleuse, en noir et blanc, un stand de restaurant. Julian Holloway regardant autour de lui nerveusement, et une liasse d'argent qu'il cachait dans sa mallette. La salle halta. Tout le monde se tourna vers Julian, qui se tenait près de la scène, blanc comme la mort. Il ne cachait pas ses yeux. Il regardait l'écran, acceptant son châtiment. Bouton. Diapositive suivante. Le schéma de la piste de l'argent. Des douzaines de flèches menant des comptes de Holloway Holdings à des sociétés écrans, et convergeant finalement vers un seul point, le compte personnel de Tasha Fennell. Bouton à nouveau, et une grande photographie couleur apparut sur les écrans. Dante embrassant tendrement une Tasha enceinte sur le porche de la clinique, des échographies dans ses mains. Un couple heureux, futurs parents. Les femmes dans la salle altèrent. Quelqu'un reconnut Tasha assise à l'une des tables du fond et la pointa du doigt. Elle se recroquevilla sur sa chaise, cachant son visage avec ses mains. Bouton. Les plans et les documents de constitution, Horizon Build and Supply avec les noms Gaines et Fennell en tant que fondateurs, la preuve de la création d'une firme parasite. Et enfin, la dernière diapositive, l'accord final, cette candidature d'appel d'offres perdue et la page blanche au lieu de la signature et du sceau, la preuve du sabotage. Ebony abaissa la télécommande. Un silence de mort et assourdissant régnait dans la salle. Personne ne chuchotait. Personne ne toussait. Tout le monde regardait des écrans vers Dante, qui se tenait au milieu de la pièce comme une bête acculée. Son visage était déformé par un mélange de rage et de terreur. C'était fini. C'était irréfutable. Il se tourna pour courir, mais il n'y avait nulle part où courir. Deux hommes en costume strict s'approchaient déjà discrètement de sa table. Deux autres se dirigeaient vers la table où Tasha sanglotait. Walia s'était occupé de tout. La police,
invité au gala en tant qu'invité, agissait rapidement et discrètement. Dante ne résista pas. Il était brisé. Alors qu'il le faisait passer devant la scène, ses yeux croisèrent ceux d'Iboni. Il n'y avait plus de haine ou de mépris dans ses yeux, seulement une peur primale et de l'incompréhension. Comment a-t-elle fait? À ce moment, Julian monta sur scène. Il s'approcha du microphone. Ce que vous avez vu dans la première vidéo est vrai, dit-il fort et clairement, regardant dans la salle. C'était mon erreur, mon crime, et je suis prêt à en assumer les conséquences. À partir de cette minute, je démissionne de mon poste de PDG de Holloway Holdings. Il posa le microphone sur le pupitre et, sans regarder sa mère, descendit les marches. Walia s'approcha du pupitre et prit le microphone. « J'accepte ta démission, dit-elle à son dos. Elle regarda Dante être emmené menotté, le suivant d'un long regard froid. Puis elle se tourna vers la salle, posa une main sur l'épaule d'Iboni et lui tendit le microphone. Iboni le prit. Elle regarda les centaines de visages qui la fixaient maintenant, non pas avec jugement ou curiosité, mais avec choc et respect. Elle retrouva sa voix. « Notre entreprise a subi un coup dur, dit-elle calmement et avec assurance. Sa voix ne vacillait pas une trahison de l'intérieur, mais elle nous a rendus plus forts. À partir de demain, nous entamons une procédure d'audit interne complet et de restructuration. Nous rendrons tout ce qui a été volé, et nous aurons encore plus de succès. Madame Holloway m'a témoigné sa confiance en m'offrant le poste de PDG par intérim, et je l'accepte. » Elle fit une pause, balayant son regard sur la salle figée. « Et maintenant, si vous me le permettez, la fête est finie. Demain, nous avons tous beaucoup de travail à faire. » Elle posa le microphone et, sans se retourner, quitta la scène. Elle a pris son emploi, sa liberté, sa réputation. Elle a gagné complètement. Je suis vraiment contente que tu sois là et que j'ai pu partager mon histoire avec toi. Si tu as aimé, montre-le-moi en likant la vidéo et en t'abonnant à ma chaîne. Voyons combien nous sommes. Écris dans les commentaires de quelle ville tu regardes et quelle heure il est. Je suis si curieuse de savoir d'où tous ces gens merveilleux se connectent. Si tu veux me soutenir un peu plus, tu peux aussi envoyer une petite donation. Je partage de nouvelles histoires de vie pour vous tous les jours. Et maintenant, 2 de mes histoires les plus populaires apparaîtront à l'écran pour que tu puisses choisir ce que tu veux regarder ensuite.